Bonjour à vous et bienvenue dans le 171e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album Whisky San, une histoire passionnante sur la création du premier whisky au Japon que l'on doit au scénario de Fabien Rodin et Didier Alcante, au dessin d'Alicia Grande et c'est édité chez Grand Angle. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, l'honorable partie de campagne, un album que l'on doit au scénario de Jean-David Morvan qui adapte l'ouvrage de Thomas Roca, mis en dessin par Roberto Bellis et édité chez Sarbacane. Je parlerai ensuite de l'album Jusqu'ici tout va bien, adaptation d'un roman de Gary D. Schmidt par Nicolas Pitz et que publient les éditions Rue de Sèvres. J'aborderai aussi la sortie de Sous la surface, le 2e tome de la série Le lait paternel, que nous devons à l'auteur d'origine allemande Uli Osterle et aux éditions d'Argo. Ensuite, je vous parlerai de l'album Les 100 derniers jours d'Hitler, adaptation d'un ouvrage de Jean Lopez par Jean-Pierre Pecot au scénario, le duo Sénad Maverick et Philippe Andronic au dessin, et c'est édité chez Delcourt. Je vous présenterai Lizou, personnage à l'honneur du premier album sur 2 de Quand la nuit tombe, que l'on doit au scénario de Marion Achard, au dessin délicat de Tony Galmès, et c'est édité chez Delcourt là aussi. Enfin, je terminerai par la réédition en couleur de l'album Orignal que l'on doit au talentueux Max de Radigues et qui est sorti chez Casterman. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste donc à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Si le breuvage dont il est question dans mon coup de cœur du jour est à consommer avec modération, ma chronique se déguste lentement et sera peut-être encore plus agréable à écouter après l'avoir laissé bien vieillir. Plus sérieusement, pas évident de faire du whisky le sujet central d'une bande dessinée, c'est pourtant le pari que s'est lancé le trio Fabien Rodin, Didier Alcante et Alicia Grande dans un album que j'ai pris grand plaisir à parcourir, ou plutôt à savourer. Les 2 premiers, Fabien Rodin et Didier Alcante, en signent le scénario, impulsé par Rodin, et c'est Alicia Grande qui en signe le dessin et les couleurs dans un style qui flirte un peu avec le manga, mais qui fait surtout européen dans son approche. Le plus amusant, c'est qu'aucun des 3 n'est à proprement parler un spécialiste du whisky. Ici, il est autant question d'une histoire humaine que d'un album scientifique sur ce breuvage à la couleur cuivrée. C'est à cheval entre le vieux continent et le Japon que l'histoire se déroule, celle-ci s'ouvre en compagnie d'un Écossais et d'un Irlandais venus assister à la cérémonie qui récompense les meilleurs whiskies du monde. Si les 2 pays, qui revendiquent chacun la paternité de ce breuvage, ont pour habitude de truster les prix, une serveuse habillée en kimono et transportant une bouteille de whisky japonais se propose de servir les 2 hommes. Nous sommes alors à Londres, en 2007, et ce qui peut s'apparenter à un sacrilège est en réalité le résultat d'un très long processus et d'une aventure humaine que l'album se propose de nous raconter. On va suivre dès lors un personnage que l'on découvre alors que c'est encore un enfant, un certain Masataka Taketsuru, qui est issu d'une famille de distilleurs de saké, la boisson alcoolisée qui trouve grâce aux yeux des empereurs japonais. D'ailleurs, si l'histoire présente ici est quelque peu romancée, elle est en grande partie basée sur une histoire réelle, celle qui verra un Japonais vouloir à tout prix créer un whisky au pays du soleil levant. La première fois que Masataka entend parler de ce breuvage, on est en 1900 à Hiroshima, et c'est son grand-père qui lui narre l'arrivée du commodore Matthew Perry au Japon pour forcer le pays à s'ouvrir au commerce avec les States.
Dans les cales de son bateau, il avait transporté avec lui cette boisson, que l'on fabriquait aussi dans le Nouveau Monde, une boisson envers laquelle Masataka Taketsuru allait vouer un véritable culte au point de rompre avec sa famille. C'est ainsi que dès son plus jeune âge, il va se donner comme mission de créer le premier whisky japonais et que ses rencontres avec Craig McConnell à l'école ou Monsieur Abe, pour qui il vendra des bouteilles d'alcool, seront cruciales. Éloigné de sa famille, déterminé à réussir, Masataka doit surtout apprendre à créer un whisky s'il veut à son tour réussir à en fabriquer un jour, et c'est ainsi qu'il s'envole alors vers l'Écosse. Nous sommes en 1918. Sur le vieux continent, la Première Guerre mondiale a laissé des traces. Masataka rejoint Glasgow avec l'espoir d'y retrouver son ami d'enfance et d'entrer à l'université pour y apprendre la physique moléculaire et les bases de la création. À défaut d'y retrouver Craig, il découvre Rita Cowan, son ex-fiancée, en compagnie de son père, une rencontre qui va changer le destin de notre héros, qui ne passe pas inaperçu dans ce coin de l'Europe, peu habitué à voir des Japonais. La suite, c'est surtout une histoire d'abnégation, de motivation pour un Masataka à qui l'on n'épargnera rien, mais qui saura puiser dans la promesse qu'il s'est faite, la motivation pour mener à bien son projet. Un projet qu'il finira par mener en concurrence contre Shinichiro Tori, avec qui il a longtemps été associé, avant que la situation ne s'envenime et que les deux décident de se lancer chacun de leur côté. Passionnante histoire que celle racontée dans Whisky-san, un album qui propose de faire découvrir cette aventure humaine en 136 pages et qui propose un dessin qui rend le tout vraiment très agréable à lire. Comme je le disais en introduction, Alicia Grande flirte, et c'est bien normal ici, avec l'esthétique manga en jouant avec les cases et en proposant un dessin simple et expressif qui fait vraiment mouche dans cet album. La dessinatrice d'origine espagnole, à qui l'on doit déjà le diptyque Retour de flamme, se désespérait un peu de retrouver un projet entraînant et ambitieux, et c'est ici le cas avec cet ouvrage vraiment très passionnant. Pas forcément amateur de whisky à la base, j'ai découvert ici une histoire captivante qui permet au passage d'en apprendre un peu plus sur cette boisson et son origine, ajoutant au récit un petit éclairage historique pas inintéressant du tout. Whisky-san est sorti en librairie le 28 février dernier aux éditions Grand Angle. C'est une histoire qui tient en un seul volume et comme vous l'avez compris, c'est un album que j'ai savouré avec grand intérêt et que je recommande chaudement. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons cette revue des sorties en restant au Japon avec un bel album au dessin très gracieux, dans un très joli camailleux de bleu, une histoire adaptée d'un roman de Thomas Roca baptisé L'honorable partie de campagne. Alors que nous sommes à Tokyo en 1922, année où va se dérouler l'exposition universelle, nous allons suivre un drôle de personnage, un Européen d'origine suisse qui est venu sur l'archipel pour une mission diplomatique. Dans ce pays qui n'est pas encore ouvert sur l'Occident, cet honorable étranger, comme on l'appelle, attire à lui toutes les sympathies et les révérences dont sont capables les Japonais, encore plus à cette période de l'histoire. Découpé en 8 chapitres, cet album fait entendre quasiment une voix différente dans chaque partie, permettant ainsi de comprendre les us et les coutumes d'un pays qu'avait su analyser Thomas Roca, ou plutôt Roger Emmanuel Alfred Podatz, de son vrai nom, après s'y être rendu lui aussi en mission dans le courant de sa vie. Amusé par la déférence dont le peuple japonais use et abuse au quotidien, il met en scène avec beaucoup d'affection et une touche d'humour de multiples personnages comme la responsable d'un hôtel ou le chef d'une gare au contact de l'honorable étranger. L'étranger en question, on le découvre dès la première partie, lui qui s'amourache d'une jeune fille à qui il propose une promenade sur l'île sacrée d'Enoshima le lendemain, une promenade que Fumiko accepte avec un certain enthousiasme. Cette promenade, ils ne la feront pas qu'à deux, car notre héros est affublé d'un industriel en savon, un certain Sato Daisuke, qui propose de les accompagner en ajoutant au petit groupe certains de ses amis industriels et politiques de la région. Ainsi, c'est une petite équipée de 7-8 personnes qui est attendue à Enoshima, dans une aventure où rien ne va se passer comme prévu pour Monsieur Roca, nom de notre héros, qui reprend ici le pseudonyme de l'auteur.
Passionné par le Japon et omniprésent en ce moment en librairie, c'est Jean-David Morvan qui adapte ici en bande dessinée cette histoire, offrant le scénario au magnifique crayon de Roberto Melis. Celui-ci fait des merveilles pour donner une véritable identité graphique à ce titre, avec un dessin semi-réaliste gracieux, dont la mise en couleur au lavis bleuté, rehaussé par du rouge, donne beaucoup de caractère à cet ouvrage. C'est un régal pour les yeux que cette promenade dans ce Japon, dont les traits de politesse sont ici exagérés, comme pour mieux marquer le décalage de l'époque entre les sociétés européennes et asiatiques. Sorti le 7 février dernier en librairie et faisant 128 pages, voilà là une promenade bien singulière et très plaisante à faire, dans un ouvrage au charme suranné qui se laisse déguster avec plaisir et que je recommande chaudement là aussi. Nous restons dans les adaptations littéraires avec l'arrivée en librairie du nouvel album de Nicolas Pitts, intitulé Jusqu'ici tout va bien, lui-même adapté d'un roman auréolé de plusieurs prix et que l'on doit à l'auteur américain Gary D. Schmidt. C'est donc tout naturellement aux États-Unis que nous entraîne ce récit, dans l'état de New York d'où est originaire l'auteur, pour y suivre une famille qui doit justement quitter Big Apple pour s'installer dans la petite cité de Marysville. Passer d'une ville qui ne dort jamais à une autre, où il n'y a absolument rien à faire, est un véritable crève-cœur pour Doug, héros de notre histoire, d'autant qu'il est un supporter des Yankees, et plus spécialement du joueur Joe Pepitone. Doug vit dans une drôle de famille, et celle-ci, on la découvre par petites touches au fur et à mesure que l'on tourne les pages de cette bande dessinée qui s'est installée une ambiance et donné envie d'en savoir plus. On suit donc Douglas Vitek, de son vrai nom, alors que celui-ci fait la rencontre de Lily, jolie jeune fille qui est du coin et dont le père, qui tient l'épicerie du centre, l'embauche pour faire des livraisons à domicile. L'entraînant dans la bibliothèque municipale, qui n'ouvre que le samedi, Doug va faire la découverte d'un grand livre qui va le marquer, celui qui contient les planches originales d'Audubon, qui représentent de magistraux oiseaux dessinés en mouvement. C'est que dans le marasme d'une vie où la violence est omniprésente, de même que l'humiliation, la présence de Lily, la découverte des dessins et cette mise à nu que va opérer le jeune Doug vont être pour lui la chance de s'imaginer un avenir différent de celui qui lui est tout tracé. C'est d'ailleurs de cette façon que Nicolas Pitts a imaginé son ouvrage, lui qui propose un joli noir et blanc qui fait très manga dans son style, un noir et blanc que vient rompre quelques cases de couleurs comme autant de motifs d'espoir. Cette histoire qui nous entraîne dans les années 60, avec la conquête spatiale et la guerre du Vietnam en toile de fond, est une réflexion sur le rapport à la famille et la notion de destin, nous rappelant que celui-ci n'est jamais inscrit dans le marbre. Sous sa coupe au bol style militaire et son air de voyou, comme le rappelle Lily, Doug cache en réalité une personnalité pleine de sensibilité que le lecteur découvre tout au long des 232 pages de cet album. Le dessin de Nicolas Pitts participe grandement au plaisir de cette lecture, un dessin qui alterne entre le clair et le sombre, avec des scènes de nuit, mais qui ne fait pas l'économie des émotions chez ses personnages. Ce sont les éditions Rue de Sèvres qui publient cette très belle adaptation d'un livre sorti chez l'École des loisirs. Jusqu'ici tout va bien est disponible depuis le 14 février dernier en librairie et vous avez certainement compris que ce fut un gros coup de cœur en ce qui me concerne. Après un premier tome que j'ai adoré découvrir et présenter ici, voici venir en librairie le second volet du Lait paternel, excellente série que l'on doit à l'auteur d'origine allemande Uli Osterle et qui parle de transmission. Dans un premier tome, paru en avril 2022, on y découvrait le destin tourmenté de Rufus Himmelstoss, en miroir avec l'existence chaotique de son fils Victor, qui rencontre des soucis familiaux près de 30 ans après son père. S'appuyant sur un terreau autobiographique, bien que l'histoire soit fictive, le Victor en question est dessinateur de BD et fait des efforts auprès de sa femme et de son fils pour être le meilleur père possible, à l'inverse du sien, dont on découvrait la disparition dès le début du premier tome. C'est alors l'occasion de mettre en parallèle les deux histoires, s'arrêtant surtout sur celle du père, dont le dessin tirant sur le noir et le gris pour le père et le bleu pour le fils permet de ne pas mélanger les deux existences. Ancien représentant en bas Nestor, Rufus a longtemps mené grand train et était surtout connu à Munich pour être un coureur de jupons patenté et un alcoolique notoire doublé d'un joueur invétéré. S'il a longtemps pu faire illusion, un tragique accident de la route a marqué pour lui le début d'une lente descente aux enfers,
l'entraînant jusque dans la rue, là où on le récupère au début de ce second tome baptisé Sous la surface. On le retrouve donc en pleine errance au moment où on va lui tendre la main, marquant pour lui le début d'une lente remontée vers la surface et peut-être le début aussi d'une rédemption. C'est un certain Bernie, qui travaille à la soupe populaire de Munich, qui va lui tendre cette main et lui faire prendre conscience de sa condition, première étape nécessaire pour lui s'il veut un jour pouvoir entrevoir la lumière. C'est donc en miroir là aussi que fonctionne ce deuxième tome, où pendant que l'histoire de Rufus nous montre la difficile sortie du marasme dans lequel il s'est fourré, que l'on découvre Victor qui tente, difficilement lui aussi, de reprendre le fil d'une vie normale avec sa famille. Comme pour le premier tome, Uli Oesterle a ce don pour rendre son récit captivant et donner envie d'avoir la suite entre les mains, tant il sait apporter de la chair à des personnages que normalement nous devrions détester. Il faut dire que le dessin n'y est pas pour rien dans le plaisir que j'ai pris à me plonger dans cette lecture. Au-delà du jeu sur les couleurs, l'auteur a un vrai sens du cadrage et sait, avec un trait simple, embarquer son lectorat dans cette histoire de transmission qui se fait à distance. Si les deux récits finissent forcément par se rejoindre, on reste avec ces deux destins, ces deux histoires de pères dysfonctionnels qui essayent tant bien que mal de faire des efforts dans une série qui se garde bien de reposer sur le jugement. Ce sont les éditions d'Argo qui publient ce titre, que j'ai pour ma part trouvé passionnant, un ouvrage sorti le 2 février dernier, dont je vous recommande vivement la lecture. Changeons totalement d'époque et d'univers avec un album aussi passionnant que glaçant, Les 100 derniers jours d'Hitler, qui revient sur les dernières journées qui ont précédé le suicide de celui qui a bouleversé l'ordre du monde au siècle dernier. C'est ici un récit fort, car de la même façon que le film La Chute le faisait, il nous transporte au plus près du Führer alors que celui-ci est en train de perdre la guerre et qu'il finit de jeter toute sa folie dans la bataille. Au fur et à mesure que l'on tourne les pages, chaque page correspondant à une journée environ, on voit la chute de ce régime dont son représentant le plus célèbre est de plus en plus lâché par ses hommes. C'est que si le lundi 15 janvier 1945, au moment où démarre l'histoire, il y a encore un mince espoir dans le camp allemand de connaître la victoire, plus on avance dans le temps et plus c'est la débandade pour un régime complètement à bout de souffle. La grande force du scénario de Jean-Pierre Pecot est de nous montrer comment au quotidien on croit de moins en moins à une victoire possible et comment chacun essaye de se sortir par le haut d'un conflit dont le récit nous rappelle les éléments les plus glaçants, comme celui de la solution finale. Dans une espèce de fuite en avant, Hitler rend son pouvoir de plus en plus cruel au fil des jours qui passent, faisant assassiner toutes celles et ceux qui contestent ses décisions dans une politique de la terre brûlée qui sera fatale à des milliers d'Allemands. Dans le même temps, l'armée soviétique sur le front de l'Est et l'armée des Alliés sur le front de l'Ouest ne cessent de resserrer autour de Berlin et de la gorge du chef de l'Allemagne la corde qui va définitivement mettre fin à la guerre. Bref, nous avons ici un album passionnant qui donne véritablement le vertige au fur et à mesure de la lecture, le vertige de la folie d'un homme qui entraîne son pays dans le chaos et la défaite, en même temps qu'il scelle son propre sort. Le titre se finit le lundi 30 avril 1945 avec le suicide d'Hitler, un suicide qui marque la fin d'une idéologie qui aura semé la mort et la destruction sur une grande partie du territoire européen. Le dessin conjoint des deux auteurs originaires de Bosnie-Herzégovine, Senad Mavrić et Filip Andronić, est rythmé, précis et permet de rendre non seulement la lecture agréable, mais ne verse pas non plus dans la violence gratuite malgré la période illustrée. Rehaussé par les couleurs sombres et très à propos de Jean Vernet, il offre au final le témoignage glaçant et réaliste d'une fin de règne dans le désordre et la fureur d'un personnage qui aura marqué son siècle d'une bien triste manière. En 112 pages d'un album sorti le 21 février dernier chez Delcourt, nous avons là un témoignage captivant sur les 100 derniers jours d'Hitler, dans un album qui m'a scotché de bout en bout et que je recommande chaudement. Restons chez Delcourt et sur le thème de la Seconde Guerre mondiale avec un album touchant et émouvant que la scénariste Marion Achard est allée puiser dans la mémoire familiale de ses grands-tantes Lisou et Mylène. Quand la nuit tombe est d'ailleurs un projet qui sera décliné en 2 albums, pas forcément à suivre, mais dans lesquels nous allons y retrouver le destin de ces 2 jeunes filles auxquelles on s'attache très rapidement.
C'est d'ailleurs une vieille dame qui accueille le lecteur, nous sommes alors en 2022, on fait la connaissance de Lizou qui va nous raconter son histoire, une histoire dont on est heureux dès le début de savoir qu'elle en ressortira vivante. Nous découvrons Lizou au sein de sa famille en septembre 1943, au moment où cette partie de la France où se situe la ville de Grenoble va passer sous le commandement allemand de manière brutale. De confession judaïque, la famille Veil a décidé d'aller se cacher dans un petit chalet des environs de Grenoble en attendant que l'Allemagne perde la guerre et se retire de France, un chalet spartiate, mais dans laquelle la famille finit par prendre ses marques. Mais voilà, la répression s'accentue dans la région et un beau jour, alors que les parents se sont rendus en ville, les deux sœurs reçoivent la visite de soldats allemands venus pour vérifier l'identité de la famille résidente des lieux. À partir de là, la cellule familiale éclate, parents et enfants se dispersent et chacun va connaître un destin différent en fonction de l'endroit où il aura réussi à se réfugier. Dans ce premier tome, nous suivons donc la petite dernière, Lizou, alors qu'elle est à peine âgée de 11 ans, une expérience qui va d'ailleurs éloigner son innocence et la faire grandir très vite. On y découvre aussi le sort de son autre sœur, Janine, qui devait se marier avant la guerre et qui s'est réfugiée en Suisse, et Tony, son frère, celui-là même qui épousera en 1946 Simone Jacob, qui deviendra alors Simone Veil. Le récit de Marion Achard est passionnant, il se veut à hauteur d'enfant et d'adolescent, d'autant qu'il est porté par le très beau dessin de Tony Galmès, qui colle parfaitement à cette histoire. Avec des couleurs froides, mais douces à l'aquarelle, un trait délicat et subtil, il redonne vie à cette période de l'histoire à hauteur du regard de son personnage, qui doit fuir et abandonner son identité pour se protéger et survivre. Véritable réussite qui parle d'une période délicate, sans jamais tomber dans le voyeurisme, Quand la nuit tombe est une lecture nécessaire en ces temps troublés, une lecture qui met d'ailleurs en scène deux femmes fortes, dont on apprend avec joie qu'elles sont encore en vie toutes les deux au moment de la parution de ce premier tome. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en donnant de la place à un ouvrage spécial, un titre qui retrouve le chemin des librairies après une première sortie chez Delcourt en 2013 dans la toujours très bonne collection Shampoing. Cet album, on le doit à Max de Radigues, lui qui aime parler à travers ses nombreux ouvrages de la jeunesse et de l'adolescence, réussit à aborder un thème qui trouve un certain écho dans l'actualité puisqu'il s'agit du harcèlement scolaire. L'album s'appelle Orignal et au premier abord, on pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment de lien entre ce même titre et le sujet développé ici dans les 160 pages de cet ouvrage. C'est lors d'une résidence au Québec que Max de Radigues a eu l'idée de cette histoire, pays connu pour sa faune locale dont l'orignal est un des animaux les plus emblématiques. Mais en attendant de rencontrer cette grosse bête, c'est Joe que l'on découvre, lui qui a pris l'habitude chaque matin de ne plus prendre le bus scolaire pour éviter de tomber sur son tortionnaire du quotidien, un certain Jason. C'est que chaque jour, Joe souffre des brimades, insultes et coups que lui porte Jason, une souffrance quotidienne que les adultes remarquent, mais qu'ils n'essayent pas vraiment d'endiguer, sans trop savoir si c'est par manque de volonté ou d'attention envers l'enfant. La raison d'un tel déchaînement sur l'adolescent vient certainement de la particularité qu'a celui-ci, il vit avec 2 mamans au lieu d'avoir un papa et une maman, comme la norme semble l'imposer. Toujours est-il que Joe arrive en retard quasiment systématiquement à l'école, car pour venir à pied, il emprunte un raccourci qui le fait passer par la nature, qu'il aime contempler en s'arrêtant un peu pour en profiter. C'est ainsi qu'un beau matin, il va tomber sur un majestueux animal, un orignal de grande envergure que l'histoire mettra une seconde fois sur son chemin en fin d'album, donnant le titre à l'ouvrage. Avec justesse, Max de Radigues nous montre surtout combien Joe s'enferme avec ce terrible secret qu'il porte en lui, ajoutant à la violence des coups, la violence d'un silence qui le coupe du monde, à commencer par ses 2 mamans ou la belle infirmière Sarah. J'ai retrouvé avec grand plaisir le trait simple mais expressif d'un Max de Radigues dont la réédition, en plus d'être en grand format, est aussi accompagnée d'une belle mise en couleur. Son trait épuré sait mettre en avant ses personnages, faisant l'économie de l'arrière-plan bien souvent pour mieux raconter des aventures humaines qui font souvent mouche auprès des lecteurs. Ce sont les éditions Casterman qui s'occupent de rééditer ce titre, profitant par là même pour ressortir Bâtard, lui aussi dans une version couleur, apportant là 2 fois plus de plaisir pour celles et ceux qui, comme moi, aiment beaucoup les histoires de Max de Radigues.
Ainsi se termine ce 171e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Whiskey San, que l'on doit au scénario conjoint de Fabien Rodin et Didier Alcante, au dessin d'Alicia Grande et que vous retrouverez publié chez Grand Angle. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous afin de le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 25 mars, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.